Bienvenue pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse au potentiel assez fascinant des ondes cérébrales. On va plonger dans l'électroencéphalographie, l'EEG. On a regardé pas mal de sources sur les bases techniques, les nouveautés comme la start-up ABS et puis les questions éthiques aussi. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est l'EEG, comment ça bouge en ce moment et l'impact que ça pourrait avoir. Absolument. Et pour commencer simple, l'EEG, euh, c'est une technique qui permet d'écouter l'activité électrique du cerveau. C'est non invasif, on pose juste des électrodes sur le cuir chevelu. C'est très utilisé en neurologie, pour l'épilepsie par exemple, ou pour surveiller le cerveau pendant des opérations. Et point important, on n'envoie aucun courant dans le cerveau du patient, hein. On ne fait qu'écouter. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? En gros, on a ces capteurs, les électrodes, qui sont soit tenus par un casque, soit fixés avec une patte conductrice. Ces capteurs mesurent les toutes petites différences de potentiel électrique à la surface de la tête, qui reflètent l'activité des neurones en dessous. Ah oui, des signaux très faibles, j'imagine. Extrêmement faibles, oui. C'est pour ça qu'il faut les amplifier énormément. Ensuite, on les enregistre, soit sur papier, soit de plus en plus numériquement. Parfois, on stimule aussi le patient, avec de la lumière clignotante par exemple, pour voir comment le cerveau réagit. Ok, je vois. Et c'est là qu'interviennent des innovations, comme cette start-up ABS dont on parlait. Exactement. ABS, elle est issue des travaux de recherche de l'équipe d'Alain Destèche à Neuropsy, donc Université Paris-Saclay et CNRS. Leur mission, c'est de rendre la compréhension de ces ondes cérébrales plus accessible à tous. Ils ont d'ailleurs levé 225 000 € l'année dernière via Sophia Business Angels. Et tout récemment, là en juin 2025, ils ont signé un partenariat avec Paris-Saclay pour booster l'innovation, les liens recherche-entreprise, tout ça. Intéressant ce lien recherche-entreprise. Mais alors, qu'est-ce que leur technologie a de si spécial par rapport à l'analyse EEG, disons, classique, Foran? C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ils utilisent l'intelligence artificielle. Leur technologie, en gros, elle prend les signaux EEG bruts, peu importe le casque ou le capteur utilisé, et elle les traduit en données utiles exploitables. Ils parlent de neuromarkers. Ce sont des indicateurs de concentration, d'émotion, de niveau de stress. Ils peuvent même identifier une sorte de signature cérébrale unique pour l'authentification. Ah oui, carrément. Oui, oui. Et ils ont développé des produits autour de ça, hein. Une plateforme d'analyse, Cognitive OS, des profils cérébraux, Cognitive Persona, et une API pour que les développeurs puissent intégrer ça facilement. Donc on passe de l'écoute brute du cerveau à des indicateurs très très précis sur notre état mental en fait. C'est ça. Et les applications potentielles sont assez étonnantes. En cybersécurité, par exemple, on imagine une authentification biométrique continue. Ton cerveau devient ta clé, en quelque sorte. Un disque dur cérébral, comme le mentionnait une source. Voilà, c'est l'image. Ou dans le marketing, l'exemple du macaron est parlant. Les EG détectent un plaisir très fort, 97%, mais peu d'activation de la mémoire, ce qui suggère que la personne aime beaucoup ça, mais n'en mange pas souvent. C'est une info précieuse pour une marque, tu vois. C'est fou de pouvoir lire une préférence aussi fine, presque inconsciente. Et pour la santé alors? Là aussi, c'est prometteur. Mieux comprendre la douleur, par exemple, ou mesurer objectivement la concentration, ce qui pourrait aider pour le TDAH, le trouble de l'attention. Et puis bien sûr, il y a les interfaces cerveau-machine, pour contrôler des prothèses, des robots. On parle même d'une application pour la sécurité routière, des lunettes connectées avec EEG pour détecter si le conducteur a consommé de l'alcool ou des drogues. C'est encore prospectif, mais l'idée est là. Ces interfaces cerveau-machine, les BCI, ça ouvre vraiment des perspectives incroyables. On lit des choses sur la traduction de la pensée en commande, comme ce que fait Neuralink pour aider les personnes paralysées à communiquer, ou même le décodage d'images mentales vues avec l'IRMF. Oui, et on imagine même des scénarios où on pourrait interagir directement avec une IA via le cerveau, pour concevoir des choses, par exemple. C'est assez vertigineux. Et à côté de ce contrôle direct, il y a une autre approche qui utilise aussi l'EEG, mais pour autre chose. C'est le neurofeedback. Le neurofeedback. Oui, là, le but, c'est l'autorégulation. La personne apprend à modifier elle-même son activité cérébrale. On lui donne un retour en temps réel, souvent visuel ou auditif, basé sur son EEG. Si elle arrive à produire le bon type d'onde cérébrale, elle a une récompense, un feedback positif. Des pionniers comme Joe Camilla ou Barry Sterman ont montré que ça pouvait marcher, que ça pouvait entraîner une certaine plasticité cérébrale. Et ce, sans médicaments. Et ça sert à quoi concrètement? Ça peut aider pour gérer le stress, améliorer l'attention dans le TDAH, réduire certaines douleurs chroniques.
Il y a des outils spécifiques qui existent, comme MeloMind pour la relaxation en stimulant les ondes alpha, ou Koala pour le TDAH qui travaille sur d'autres rythmes comme le SMR ou Theta-Beta, ou Beluga pour la douleur lombaire. D'accord. Mais face à tout ça, les EG qui lient nos émotions, les BCI qui traduisent nos pensées, le neurofeedback qui modifie notre cerveau, les questions éthiques doivent être nombreuses, non? Ah oui, et c'est un point absolument crucial. Les sources qu'on a consultées insistent beaucoup là-dessus. La confidentialité d'abord, nos données neuronales, c'est hyper intime. Qui y a accès? Pourquoi faire? Ensuite, il y a la question de l'autonomie. Est-ce que ces technologies pourraient nous influencer, nous contrôler d'une certaine manière? Oui. Et puis l'accès aussi. Si c'est très cher, ça risque de créer de nouvelles inégalités. Exactement. L'équité d'accès est un vrai sujet. Et puis, il y a toujours le risque des usages détournés, le fameux dual use, militaire ou malveillant. Du coup, comment on encadre tout ça? C'est toute la question de l'innovation responsable. En France, il y a des réflexions, une task force, la loi de bioéthique qui commence à aborder le sujet. Même le patron des Rehabs, d'après une des sources, souligne l'importance d'une IA qui soit éthique, qui respecte la complexité du cerveau. Il y a une prise de conscience, mais le cadre est encore à construire, clairement. Bon, si on récapitule, on part de l'EEG, un outil de diagnostic médical bien établi, et on arrive à des applications qui touchent à la cybersécurité, au marketing, à la santé augmentée, aux interfaces directes avec les machines. C'est une évolution hyper rapide en fait. Donc on apprend à lire et peut-être demain à moduler notre activité cérébrale avec de plus en plus de finesse. Comment on s'assure, tous ensemble, que ces neurotechnologies si puissantes servent vraiment le bien commun? Comment on garantit qu'elles respectent l'intégrité, l'autonomie de chacun? C'est sans doute ça le grand défi qui nous attend.